Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à la conception de structures associant béton et bois qu'on va aborder en mettant l'accent non seulement sur la performance structurelle mais aussi sur des enjeux de durabilité. L'objectif aujourd'hui, c'est d'explorer comment Greitech Advanced Design aide à concevoir des structures hybrides optimisées, conformes aux exigences réglementaires, tout en intégrant des indicateurs environnementaux et économiques dès la phase de conception, donc très tôt dans le cycle de vie d'un projet. Mon nom est Kaina Sadsaoud, je suis experte technique des solutions chez Greitech pour l'Amérique du Nord. Alors voici les principaux sujets que nous allons traiter dans notre présentation d'aujourd'hui. Nous parlerons de conception en béton armé en focalisant sur les outils proposés par Advanced Design pour assurer une gestion intégrée du processus de conception. De la même façon, nous poursuivrons avec la conception en bois et ses particularités. Et enfin, nous traiterons de l'intégration des dimensions liées à l'empreinte carbone et au coût de construction dans une approche globale de conception. Ce webinaire se déroulera sous forme d'une démonstration en direct dans Advanced Design, à partir d'un exemple concret, pour illustrer les fonctionnalités et les étapes clés du processus de conception. Si des questions vous viennent en cours de route, je vous invite à les poser directement via l'outil de clavardage de la plateforme. Je serai disponible pour échanger avec vous à la fin du webinaire. Alors, sans plus attendre, passons à Advanced Design et voyons ensemble comment concevoir des éléments en béton armé en utilisant ces différentes fonctionnalités. Au lancement d'Advanced Design, on arrive directement sur cette page d'accueil qui s'ouvre à nous. Ici, je travaille avec une version 2026. Donc, avant d'aller plus loin, je commence par configurer notre projet via le menu Configuration qui se trouve ici à gauche. Dans un premier temps, je règle le paramètre de localisation sur Canada en français et ça va permettre d'ajuster automatiquement les normes de conception selon les standards canadiens. Comme vous pouvez le constater, les normes les plus récentes sont celles qui sont appliquées par défaut. Mais bien entendu, vous avez toujours la possibilité de modifier n'importe quel paramètre selon les besoins spécifiques de chaque projet. Et entre parenthèses, cette version permet aussi la conception de poutres mixtes selon les normes européennes et américaines, qui est une des nouveautés introduites dans l'édition 2026 d'Advanced Design. Alors, avant de plonger dans les fonctionnalités d'Advanced Design, je vais ouvrir le modèle qu'on a préparé pour l'occasion. Et on va prendre un petit moment pour un tour rapide de l'interface graphique. Donc, en haut de l'écran, nous avons le ruban principal qui regroupe toutes les fonctionnalités de modélisation, d'analyse, de post-traitement, ainsi de suite. Chaque onglet vous donne accès à des outils spécifiques qu'on peut facilement identifier grâce à des visuels explicites et faciles à reconnaître. Sur la gauche, on a le navigateur du projet ou le pilote qui nous permet de gérer les composants de notre modèle. À droite, on retrouve le panneau des propriétés qui permet de faire différents réglages localement pour chaque élément du modèle. Si vous sélectionnez un élément, que ce soit dans le pilote ou directement dans l'espace de travail, ces caractéristiques détaillées s'affichent au niveau du panneau des propriétés. Vous pouvez par exemple y ajuster les dimensions, le matériau, les conditions limites, et ainsi de suite. Juste en dessous, vous avez la console où vous pouvez entrer des commandes manuellement. C'est aussi là que s'affichent les messages d'erreur, d'avertissement, des infos sur le calcul, etc. Et enfin, tout en bas, vous avez la barre de tâches qui indique d'autres informations dans les normes de conception sélectionnées. Comme vous pouvez le voir dans l'espace de travail, j'ai devant moi un modèle qui représente une structure mixte avec une trame structurale régulière. Dans la partie inférieure de ce bâtiment, on retrouve des éléments en béton armé et aux étages supérieurs, on a une ossature en bois. On a aussi un noyau central en béton armé qui se déploie sur toute la hauteur de la structure. Ici à gauche, on remarque que les éléments composant notre modèle sont organisés par système. Pour chaque niveau du bâtiment, on retrouve différents sous-systèmes comme les colonnes, les poutres, les dalles et ainsi de suite. Cette organisation simplifie beaucoup la navigation et nous aide à identifier rapidement les différents composants, à isoler certaines parties du modèle ou encore à appliquer des modifications ciblées. Par exemple, si je fais un clic droit sur le groupe colonne dans le sous-système niveau 3, puis je choisis sélectionner, vous verrez que toutes les colonnes du niveau 3 s'affichent en surbrillance dans l'espace de travail. Je peux ensuite les masquer pour clarifier la vue.
ou au contraire les isoler pour me concentrer uniquement sur ces éléments. Nous avons également des éléments non structuraux comme les surfaces de chargement qui sont groupées sous le sous-système appelé parois et qui servent essentiellement à l'application des charges climatiques générées automatiquement par Advanced Design compte tenu des paramètres du projet. On retrouve aussi une grille qu'on peut facilement personnaliser et qui facilite le positionnement des éléments du modèle. Pour la conception des éléments en béton armé, je peux utiliser l'outil filtre pour ne garder que les éléments en béton dans l'espace de travail. Et je peux également ouvrir une vue sauvegardée au préalable depuis le pilote si je veux retrouver rapidement une configuration quelconque. Ici, dans l'espace de travail, on a une légende qui nous permet d'identifier les éléments du modèle en fonction des différentes catégories. Par exemple, on peut voir les appuis ponctuels rigides et les appuis linéaires rigides, les éléments filaires, comme les poutres et les poteaux, et les éléments surfaciques, comme les dalles ou les murs. Et bien sûr, je peux la masquer, par exemple, pour libérer de l'espace visuel. Je commence ici par sélectionner une colonne dans l'espace de travail, ce qui va me donner accès directement à ses propriétés et aux paramètres de conception dans le panneau latéral situé à droite. Dans la section générale, on peut ajuster plusieurs hypothèses de base, comme la formulation élément fini pour la modélisation de la colonne. On peut choisir un autre matériau à partir du catalogue intégré ou même d'en créer un adapté à un cas spécifique. De la même façon, on peut modifier la géométrie de la section, que ce soit en sélectionnant une forme standard ou en définissant une section sur mesure. Pour des conditions limites particulières, je peux facilement les ajuster ici. Par exemple, libérer certains degrés de liberté pour simuler un comportement spécifique de l'élément. On a également accès aux réglages concernant les coûts et l'empreinte carbone intrinsèque, mais on va y revenir un peu plus tard avec tous les détails. Enfin, on arrive à la portion la plus technique pour le design de l'élément en béton. Alors cette partie peut être configurée de manière totalement manuelle ou en utilisant des gabarits prédéfinis pour ajuster rapidement les paramètres de calcul. Les gabarits sont très utiles pour uniformiser les hypothèses de conception sur un groupe d'éléments quelconque. Pour en créer un, il suffit d'aller dans l'onglet Analyse et sélectionner Rôle. On commence par donner un nom au gabarit, par exemple colonne ABC. Dans ce cas précis, je conserve le béton comme matériau, mais je peux tout à fait définir des gabarits pour différents matériaux. Acier, bois et poutres mixtes, et pour des éléments filaires ou surfaciques. Je clique sur Ajouter pour l'enregistrer. Une fois le gabarit créé, on peut définir les paramètres de conception comme d'habitude. Et ensuite l'assigner facilement aux différents éléments. Vous remarquerez que l'ensemble des champs sont grisés, ce qui indique qu'ils sont contrôlés par le gabarit. Pour cet exemple, je vais conserver les paramètres par défaut et effectuer les modifications nécessaires après le calcul.
Et si je souhaite exclure certains éléments du calcul béton, par exemple pour des éléments non porteurs ou déjà validés, je peux simplement désactiver le calcul béton armé ici. L'élément concerné ne sera donc pas vérifié selon la norme, ce qui fait sauver énormément de temps sur les gros modèles. L'un des paramètres clés pour la conception des colonnes est la longueur de fondement, qui peut être déterminée automatiquement ou imposée manuellement selon différentes méthodes. On a également la possibilité de définir la nature des nœuds aux extrémités de la colonne en précisant s'ils sont fixes ou déplaçables. Je poursuis maintenant en sélectionnant une poutre dans le modèle. Donc vous allez le constater dans quelques instants, ça fonctionne exactement de la même façon que pour les réglages des colonnes. Par exemple, on peut facilement éditer le type de l'élément dans la section générale pour choisir une autre formulation élément fini, modifier le matériau, la section, et ainsi de suite. Pour ce qui est des réglages liés à la conception en béton armé, je conserve ici les paramètres par défaut, mais vous verrez plus tard qu'il est tout à fait possible d'ajuster l'ensemble des paramètres après le calcul. On passe donc au réglage des éléments surfaciques en béton, et pour ça, je vais simplement sélectionner une dalle dans le modèle comme ceci. Comme pour les éléments filaires, on peut ici ajuster la formulation élément fini de l'élément, ses propriétés matérielles et géométriques. Dans la section épaisseur, on peut entrer ou modifier l'épaisseur de notre dalle. On peut également appliquer des modificateurs d'inertie pour simuler des effets de rigidité réduite, par exemple. On a également la possibilité d'ajuster les conditions limites sur les bords de la dalle en fonction du comportement simulé. Enfin, on arrive aux paramètres de conception de la dalle en béton. Et il est possible de renseigner manuellement les différents champs ou bien à l'aide d'un gabarit, comme nous l'avons vu un peu plus tôt avec les éléments filaires. Avant d'aborder les fondations de notre bâtiment, on va prendre un moment pour parler rapidement d'un autre type d'éléments surfaciques, les murs de soutènement et les murs de refend, qui peuvent bien évidemment être configurés de la même façon que les dalles. Pour la conception des murs, on peut aussi grouper plusieurs éléments en les plaçant dans le même sous-système et en activant l'option groupe de voiles, comme on peut le voir ici. Alors, pour les fondations, comme on peut le voir dans la légende du modèle, on distingue deux types de supports. Les appuis ponctuels rigides, qui correspondent à des fondations sur semelles isolées, et les appuis linéaires rigides, qui représentent des fondations sur semelles filantes. J'ouvre ici une petite parenthèse pour préciser que depuis l'édition 2026, Advanced Design nous permet également de vérifier la capacité portante pour des fondations sur pied. Si je sélectionne une semelle isolée dans le modèle, ces propriétés s'affichent encore une fois au niveau du panneau latéral. On peut bien sûr modifier le matériau de la semelle. Même chose pour les dimensions, la largeur, la longueur, la hauteur, etc. On peut également utiliser un gabarit pour les hypothèses de ferraillage. Et enfin, on peut facilement modifier les conditions limites, par exemple pour définir si la semelle est encastrée, articulée ou autre. Et comme pour tous les autres éléments que nous avons vus jusqu'à maintenant, il est tout à fait possible d'ajuster plusieurs de ces paramètres plus tard pour les besoins spécifiques de la conception. Maintenant, si je sélectionne une semelle continue, le principe reste exactement le même. Je peux donc ajuster les différents paramètres comme le matériau, les dimensions,
les conditions limites, etc. Une fois qu'on a fini de modéliser et de paramétrer les différents éléments de notre modèle, on peut passer à l'étape de maillage qui est générée automatiquement par Advanced Design. Si vous voulez ajuster les paramètres globaux du maillage, il suffit de se rendre dans l'onglet Analyse, juste ici, puis de cliquer sur Options de maillage. On peut par exemple ajuster la taille des éléments finis ici. Et pour visualiser le maillage, il suffit d'aller dans l'onglet Utilitaire et de cliquer sur Aperçu du maillage. Par exemple, si je sélectionne une dalle, ça va me permettre d'avoir un aperçu de la densité de maillage et de l'ajuster aux besoins. En allant un peu plus bas dans le navigateur du projet, je peux accéder au cas de chargement défini. Et comme pour les éléments structuraux, les différents cas de charge sont clairement identifiables. Par exemple, si je sélectionne une charge du cas nommé 4L, on peut la voir automatiquement sélectionnée dans le modèle. Je peux donc modifier facilement son intensité. Ou même changer son application comme ceci. Donc on voit bien que les cas de charge sont complètement indépendants des éléments. Et pour ajuster l'affichage des charges dans le modèle, il suffit de faire un clic droit dans l'espace de travail, puis de sélectionner l'option Échelle auto-décharge. Pour ce qui est des charges de neige dans ce cas, elles ont été générées automatiquement selon les paramètres du projet. Mais il est tout à fait possible de les ajuster manuellement si nécessaire. Un peu plus bas, on retrouve également les combinaisons de charges. Certaines ont déjà été générées automatiquement selon la norme prédéfinie du projet, mais je peux tout à fait les éditer, par exemple pour modifier les coefficients de pondération ou ajuster les cas de chargement. Ici, on voit la définition complète de la combinaison sélectionnée avec tous les paramètres associés. Si je veux ajouter une nouvelle combinaison, il suffit de cliquer sur « Ajouter » juste ici. Et pour aller plus vite, il est possible de copier-coller des données depuis un fichier Excel ou même emporter directement un chiffrier avec une liste de combinaisons déjà préparée. Alors, on a défini la géométrie de notre structure, les cas de charge et les combinaisons. Tout est prêt, donc on va pouvoir passer à l'analyse. Avant ça, c'est toujours une bonne idée de vérifier que le modèle est prêt. Et pour ça, on va dans l'onglet Analyse du menu principal et on clique sur Vérifier. Advanced Design va donc vérifier s'il y a des erreurs de modélisation, comme des éléments non connectés ou des incohérences dans le modèle. Dans notre cas, tout est bon. Je peux donc cliquer sur le module Analyse dans le panneau latéral à gauche pour lancer l'analyse. Et comme vous pouvez le voir ici, on a la possibilité soit d'ouvrir les résultats d'un modèle existant, soit de créer une nouvelle analyse avec une séquence de calcul entièrement personnalisée. Ça permet de choisir précisément les étapes qu'on veut inclure et bien sûr, la séquence de calcul. On a la possibilité de lancer plusieurs calculs en parallèle, mais ici, on va procéder par étapes, justement pour mettre en évidence les spécificités propres à chaque conception. Par exemple, dans un scénario où je m'intéresse uniquement à la conception des éléments en béton armé, selon les critères définis, je vais simplement sélectionner Calcul béton armé. Et comme vous pouvez le voir, cette sélection va automatiquement inclure toutes les opérations nécessaires à l'analyse que je souhaite réaliser. Le maillage, le calcul des efforts internes, la vérification des sections et toutes les étapes intermédiaires associées. Je précise que le calcul élément fini prend en compte l'ensemble du modèle, pas seulement la portion désignée pour la conception. Autrement dit, même si je choisis de concevoir uniquement les éléments en béton armé, les efforts internes sont calculés globalement en tenant compte de tous les éléments qui composent notre modèle. Alors, une fois que tout est bien paramétré, je lance le calcul en cliquant sur OK. Alors, on peut suivre l'avancement du calcul directement dans la console. Comme on peut le voir ici, le message indique que le calcul béton armé est maintenant terminé.
Avant d'exploiter les résultats, je peux zoomer pour observer le maillage en détail. Sinon, je peux désactiver l'option afficher les nœuds pour alléger l'affichage. Alors ici, on peut remarquer que les résultats sont regroupés par catégorie. Par exemple, sous la catégorie résultats éléments finis, on peut vérifier les déplacements de la structure sous les différentes sollicitations. On peut également visualiser les efforts internes calculés pour les différentes combinaisons de charges, comme ceci. Si je sélectionne un élément quelconque, je peux analyser les contraintes dans sa section comme ceci. Les résultats sont présentés graphiquement et sous forme d'un tableau. Et si je veux vérifier la répartition des charges au niveau des fondations, ou simplement valider les conditions limites du modèle, je peux visualiser les réactions aux appuis, soit sous forme de vecteurs graphiques, soit sous forme de valeurs numériques. Si je m'intéresse plus précisément aux résultats liés à la conception des éléments en béton, je peux aller dans la catégorie résultats béton armé et à partir de là, je peux visualiser la quantité d'armature calculée selon la norme. Par exemple, l'aire d'acier requise le long des éléments. On peut aussi voir le renforcement transversal dans l'autre direction. On peut aussi consulter d'autres résultats, comme le flambement, différents ratios, et ainsi de suite. Pour ce qui est du détaillage et du placement des barres d'armature, tout est géré par des modules de conception qui sont associés aux différents types d'éléments, les colonnes, les poutres, les dalles, et ainsi de suite. Si je prends une colonne comme exemple, une façon simple de lancer son module de conception, c'est de faire un clic droit directement dans l'espace de travail. À ce moment-là, deux options s'offrent à moi. Soit je choisis d'exporter les résultats vers le module de conception en mode autonome, soit j'ouvre les résultats directement dans le logiciel en mode intégré. Et c'est cette deuxième option qu'on va utiliser tout au long de ce webinaire. Vous voyez que ça active automatiquement le module Design dans le panneau latéral à gauche. Là, on est dans le module de conception des colonnes. On retrouve ici la colonne qu'on vient de sélectionner, affichée sous différentes vues, en perspective, en coupe et en plan. Et il est possible d'isoler n'importe quelle vue simplement en double-cliquant dessus. Dans le menu principal, on retrouve les différents paramètres de conception. Par exemple, le menu Géométrie permet d'accéder aux caractéristiques géométriques de la colonne telles qu'elles ont été définies dans le modèle. Et bien sûr, on peut les ajuster directement depuis cette interface. Ensuite, le menu Hypothèse de calcul permet d'accéder aux différentes propriétés qu'on a définies précédemment. Et comme toujours, on peut les modifier librement à ce stade si besoin. Ici, on peut spécifier les barres d'armature à inclure ou à exclure pour le renforcement longitudinal et transversal. Et dans Hypothèse de ferraillage, on retrouve un ensemble de paramètres qu'on peut ajuster selon les différentes configurations de la colonne.
Et enfin, sous charge et combinaison, on retrouve un aperçu des cas de charge appliqués et des combinaisons associées, mais surtout, on y voit les efforts internes issus du calcul par élément fini. Je vais donc garder les paramètres par défaut et lancer le calcul selon la norme sélectionnée, simplement en cliquant sur Calculer. Dans l'espace de travail, on voit instantanément plusieurs informations sur notre modèle, comme le placement des barres d'armature sur les 3 vues. En bas à gauche, on a un tableau qui récapitule les résultats du dimensionnement et permet également de vérifier si le modèle présente des erreurs ou des avertissements. Les paramètres de conception restent accessibles après calcul et on peut les modifier de façon interactive. Par exemple, si je veux changer un mode d'armature, je peux le sélectionner dans la vue 3D ou la coupe et cette boîte de dialogue s'ouvre. Je peux alors ajuster les barres et les résultats se recalculent automatiquement. Par défaut, les armatures sont affichées en couleur en fonction de leur diamètre. Mais si vous souhaitez changer ce mode d'affichage, par exemple pour visualiser les familles d'armatures, vous pouvez le faire très simplement en modifiant les paramètres d'affichage accessibles ici. Maintenant, si je bascule vers l'onglet courbe d'interaction, on peut visualiser différentes courbes pour différentes combinaisons de charges en 2D et en 3D. Les diagrammes des efforts internes sont accessibles depuis l'onglet Résultats. Et pour terminer, sous l'onglet Dessin interactif, on accède aux plans d'armature qui sont générés automatiquement. On peut les personnaliser en ajoutant des annotations. Ici, on a un tableau récapitulatif des armatures avec les quantités et les caractéristiques associées. Ces documents peuvent être exportés au format DWG ou imprimés directement. Et bien sûr, le cartouche est entièrement personnalisable selon chaque film. Depuis la rubrique Résultats du menu principal, on peut aussi imprimer une note de calcul . Pour revenir au module d'analyse Advanced Design, je clique simplement sur Ferme tout du menu principal. Si on veut détailler une poutre, c'est exactement le même principe que pour les colonnes. On commence par sélectionner l'élément, puis on ouvre le module de conception correspondant. Là, j'ai une poutre continue sur plusieurs portées. En cliquant sur Géométrie, je retrouve les 3 portées. Et je peux même ajouter des ouvertures de différents types directement à ce niveau. Je garde les réglages tels quels et je lance le calcul de la poutre, comme pour la colonne, en cliquant sur Calculer. Encore une fois, les résultats sont bien organisés dans les différents onglets qu'on voit ici. Sollicitation, armature, jusqu'au dessin interactif. Si on veut analyser un élément surfacique, comme une dalle par exemple, je commence toujours par sélectionner l'élément concerné, puis l'ouvrir dans le module de design associé. Dans ce cas,
deux options s'offrent à nous pour le ferraillage, la méthode par élément fini et la méthode par bond. Dans ce cas, les bandes peuvent être définies manuellement ou générées automatiquement par Advanced Design. Si je poursuis maintenant avec la méthode par élément fini, j'ai la possibilité de placer les armatures manuellement ou de laisser le logiciel les calculer automatiquement dans les deux directions. Et comme précédemment, les plans générés sont entièrement personnalisables et peuvent être sauvegardés sous différentes formes. Après les éléments filaires et surfaciques, on passe aux fondations et on commence tout de suite avec une semelle isolée. Alors ici, on peut choisir parmi différents types de semelles. On peut aussi définir la structure du sol. Sous géométrie, on retrouve les dimensions initiales de la semelle. Les hypothèses de calcul regroupent tous les réglages béton et acier qu'on a déjà définis. On peut les revoir et les ajuster à tout moment. Dans ce cas, je vais simplement lancer le calcul avec les paramètres par défaut. Et comme pour les éléments précédents, on voit tout de suite le placement des armatures en mode interactif. Les résultats sont accessibles dans les onglets diagramme d'analyse, diagramme de stabilité et enfin, on retrouve nos plans d'armature dans dessin interactif. Pour les semelles filantes, c'est exactement le même principe. On vient de voir, étape par étape, comment gérer les éléments en béton armé. On continue maintenant avec la conception de l'ossature en bois. Comme pour le béton, je vais d'abord filtrer les éléments en bois pour qu'on les repère plus facilement dans le modèle. Je commence par sélectionner un élément du modèle pour accéder à ses propriétés. Ici, on voit que mon élément est en lamelé collé, mais je peux facilement lui assigner un autre matériau. Si j'ouvre le gestionnaire des matériaux, j'ai un aperçu rapide des options disponibles dans la famille bois CA. On a la même chose pour les sections. Je peux soit utiliser une section paramétrique, soit en choisir une directement à partir de la bibliothèque. L'idée, c'est de sélectionner une section compatible avec le matériau que j'ai assigné à mon élément. Pour le reste des propriétés, ça suit exactement la même logique qu'avec le béton. Donc, je conserve les paramètres par défaut et je vais directement à la section concernant la conception des éléments en bois. Évidemment, si un élément quelconque ne fait pas partie du design, je peux désactiver cette option. Je peux aussi utiliser des gabarits. Si je veux appliquer rapidement des configurations standards, je pourrais utiliser des paramètres d'un projet précédent. Ensuite, dans la section information générale sur la conception, je peux ajuster les différents paramètres pour le calcul de la résistance. On retrouve ici des critères comme l'utilisation de l'élément, le cas de partage, les conditions environnementales. On arrive maintenant à la vérification des déflexions, où j'ai la possibilité d'indiquer deux critères, sous forme de fraction de la longueur de l'élément. On verra dans quelques instants comment gérer les combinaisons associées à chacun de ces critères. Je peux aussi fixer une valeur admissible maximale si je le souhaite. La vérification suivante porte sur le fondement de l'élément, étape qu'on peut désactiver si elle n'est pas requise. Par défaut, les longueurs de fondement sont calculées automatiquement en fonction des conditions limites, mais je peux aussi forcer certaines valeurs et plusieurs options sont disponibles pour le faire. On a une approche similaire pour la vérification du déversement de l'élément. Je peux indiquer le type de contreventement de mon élément, que ce soit continu, ponctuel
pas complémentée, ou définir manuellement une longueur de déversement. Pour la vérification de la résistance aux appuis, je peux forcer les dimensions aux extrémités et aux appuis intermédiaires selon les besoins spécifiques de mon analyse. Et je peux aussi laisser le logiciel les évaluer automatiquement. Aussi, si mon élément comporte des encoches, je peux aussi définir leur géométrie pour qu'elle soit prise en compte dans les vérifications. Et pour finir, il est également possible de vérifier des éléments courbes en lambda collé avant de lancer le calcul. On peut aussi jeter un coup d'œil au code chargement avec les types d'actions et les intensités qui sont facilement identifiables. Je reviens maintenant au gestionnaire des combinaisons de charges. Et si je sélectionne l'onglet bois, on voit que la combinaison numéro 201 est celle qui sera utilisée pour la vérification des déflexions. Et cette vérification s'appuiera sur le deuxième critère défini précédemment dans ce cas, comme on peut le constater ici. Et bien sûr, cette liste est entièrement modifiable. Je peux ajouter d'autres combinaisons ou choisir un autre critère pour les déflexions, selon ce que je veux vérifier. Je peux maintenant lancer le calcul bois, simplement en cliquant sur le module Analyse juste ici. Je peux visualiser rapidement les résultats éléments finis, les déplacements, les efforts internes, on a différentes options pour l'affichage. Pour les résultats de la conception en bois, je peux accéder à une visualisation graphique des différents résultats en allant dans la catégorie résultats bois du menu des résultats. Par exemple, on peut afficher les taux de travail des éléments, comme ici. Si je veux consulter les détails d'un élément en particulier, il suffit de le sélectionner, puis d'appuyer sur Fiche de profilé, juste ici. On va donc accéder instantanément à plusieurs données. Dans l'onglet Section, on retrouve un résumé des caractéristiques de la section et du matériau. L'onglet Flèche, lui, présente les vérifications effectuées pour les déflexions. Et enfin, l'onglet Résistance nous donne un aperçu des différentes vérifications effectuées, ainsi que la combinaison de chargement qui contrôle à chaque fois. Et si je clique sur Éditer la fiche de profilé détaillée, le logiciel génère automatiquement une note de calcul pour l'élément sélectionné au format PDF ou autre. On va maintenant revenir sur un aspect essentiel de cette présentation qui concerne l'évaluation de nos choix de conception sous l'angle écologique et budgétaire et qui va nous permettre d'analyser concrètement l'impact des solutions retenues. Pour illustrer tout ça, on revient à notre modèle de référence dans Advanced Design et je vais commencer par accéder au gestionnaire des facteurs carbone qui se trouve sous l'onglet Gestion. Là, on a une base de données indicative avec les facteurs d'émission intrinsèques propres à chaque matériau qui peuvent être exprimés par unité de poids, de volume ou de surface, comme on le voit ici. Pour le béton armé, l'effet du ferraillage est également intégré dans les données d'émission. En termes de coût unitaire, on adopte exactement la même approche. Si j'ouvre cette fois-ci le gestionnaire des coûts, on voit qu'on peut définir plusieurs types d'entrées par unité de poids, de volume ou de surface, selon les données disponibles. Et il est tout à fait possible de prendre en compte la contribution du ferraillage dans le béton armé. Dès que toutes les données sont configurées, on peut les intégrer au modèle en passant par le gestionnaire des matériaux qui se trouve juste ici. Si je prends par exemple le béton et que je clique sur le bouton émission de carbone, je vois directement les informations disponibles et je peux les modifier si je le souhaite. C'est exactement le même principe pour les coûts.
je clique sur Données où, et là aussi, je peux mettre à jour les informations affichées. Pour revenir maintenant au calcul des émissions carbone et des coûts au niveau des propriétés des éléments, je sélectionne n'importe quel élément, une semelle par exemple, et on voit ici que les paramètres par défaut attribuent les données au matériau. Mais on peut toujours assigner des valeurs différentes à des éléments spécifiques, simplement en désactivant cette option localement. Pour traiter les résultats qui nous intéressent ici, je pourrais simplement ouvrir le modèle d'analyse existant, puisqu'il contient déjà tous les résultats issus de l'analyse par élément fini, mais je choisis de lancer un simple calcul élément fini pour mettre à jour toutes les données. Pour analyser les résultats, je vais y accéder directement à partir de la catégorie Résultats des coûts et émissions de CO2 dans le menu principal. Je peux commencer par la visualisation graphique des émissions de CO2 pour les éléments surfaciques. Et c'est exactement le même principe pour les éléments filaires. Les quantités totales qu'on voit ici sont associées à chaque élément, mais je peux aussi choisir d'exprimer ces résultats par unité de longueur, de volume ou de poids, selon ce qui est le plus pertinent pour l'analyse. Les mêmes résultats sont disponibles pour les appuis ponctuels et même chose pour les appuis linéaires. Si on s'intéresse maintenant aux résultats des coûts, on retrouve le même type de sortie. Je peux aussi enregistrer la vue active de toutes les vues qui m'intéressent, ce qui est très pratique pour les intégrer directement dans des rapports d'analyse. Et justement, si je veux générer un rapport d'analyse détaillé, je peux lancer le générateur de notes de calcul ici depuis le menu principal. Dans ce cas précis, je me contente d'imprimer les résultats qu'on voit ici. On obtient alors un résumé des coûts présenté sous forme de tableau, organisé par matériaux, par type d'éléments ou encore par sous-système. C'est exactement le même principe pour les émissions de CO2. Alors, nous voilà rendus à la fin de ce webinaire. Merci pour votre écoute tout au long de cette session. Pour conclure, on a exploré les principales fonctionnalités offertes par Advanced Design en mettant l'accent sur la conception multimatériaux. On a vu comment le processus est entièrement intégré dans un même environnement de travail, ce qui simplifie la conception des différents éléments structuraux et renforce la cohérence du projet. Enfin, au-delà de l'aspect structurel, nous avons vu comment la démarche adoptée permet d'auditer nos choix de conception de manière plus large en tenant compte de leur impact environnemental et économique. Avant de passer aux questions, petit rappel que vous pouvez toujours nous contacter pour toute demande spécifique ou si vous souhaitez explorer davantage Advanced Design et ses fonctionnalités. Nos adresses sont celles qui s'affichent à l'écran, support.canada@greatech.com pour le Canada et support.us@greatech.com pour les États-Unis. Merci encore pour votre attention et à très bientôt.